On m'a demandé de vous parler de la liberté et de la dignité humaine. En fait, ça a été très intéressant pour moi de travailler sur la question de la liberté, parce que vous êtes à une période de votre vie où vous êtes en train d'essayer d'exercer votre liberté. Je ne vous cache pas que j'ai conscience de la pression qu'on vous met. Avec Parcoursup, à partir de janvier jusqu'à mars, vous devez établir vos vœux. À partir de mars, vous allez recevoir un classement qui va vous donner finalement lieu à certaines choses qui vont se réajuster, etc. Sauf que Parcoursup, on vous en parle depuis 1 an et demi. Super. Donc dès la première. Sauf que, en première, il a fallu choisir ses spécialités. Donc on vous en a parlé dès la seconde. Sauf que, dès la troisième, c'est poser la question de savoir si vous continuez dans le général ou pas. Pour certains, ça ne s'est pas posé comme question, mais pour d'autres, ça s'est posé. Donc en fait, depuis la troisième, on vous demande d'exercer votre liberté. Donc ça peut être intéressant de savoir ce que c'est que la liberté. Alors je vais la prendre par rapport d'abord, en fait, à cette question de l'orientation. Parce que c'est intéressant, c'est ce qui vous concerne le plus, en fait. Alors l'orientation, ce que j'aime bien, orientation, ça vient de orience, hein, l'Orient. C'est de désigner où se trouve le soleil. Donc, l'orientation, c'est de savoir vers où on se dirige, pour pouvoir choisir d'y aller. Et comment on y va. Alors, moi, j'ai voulu regarder d'abord, parce que l'orientation, c'est d'abord par rapport à un travail. Donc, j'ai regardé le monde du travail, et je me suis rendu compte que le monde du travail était traversé par quelque chose de très étonnant, qu'on appelle des maladies de civilisation. Les maladies de civilisation relatives au travail, c'est propre à notre civilisation occidentale, à notre société, et vous les connaissez peut-être. Est-ce que vous pouvez me donner une maladie relative au travail? Ouais. Le burn-out. Le burn-out, super. Le burn-out, alors je suis désolé, je vais parler de certaines choses, peut-être que ça vous concerne, peut-être que ça concerne des proches. J'essaie de faire en sorte que la conférence ait un ton un peu léger, même si ça parle de choses qui sont un peu dramatiques. D'accord? Donc voilà, prenez du recul. Le burn-out, c'est quoi? C'est quand il y a une énergie mentale qui est sursollicitée par rapport à une tâche professionnelle. Et donc, vous allez être débordé au niveau de votre énergie psychique et vous allez être en situation de rupture par rapport aux tâches que vous devez faire. C'est-à-dire que le boulot vous prend trop, vous pensez boulot, vous rentrez, c'est encore le boulot, vous ne dormez plus, etc. Alors, ça commence par quoi? Il y a plusieurs symptômes, en fait. Le premier symptôme, c'est que vous avez une grande fatigue. Une grande fatigue chronique. Hein. C'est-à-dire que vous avez beau dormir et dormir et dormir, ça ne fonctionne pas. Ou alors, il y a des réveils à 3h, 3-4 heures du matin et pas de rendormissement. Ça, c'est assez symptomatique. Et donc, on devient de plus en plus crevé, de plus en plus fatigué. Si jamais on ne fait rien à ce moment-là, on ne change pas, il va se produire quelque chose, c'est que vous allez commencer à perdre confiance en vous. Perdre confiance en soi, donc vous n'allez plus croire tout à fait en vous, en même temps vous êtes de plus en plus crevé, donc vous faites un peu mal votre travail, hein. Donc vous perdez confiance en vous, vous êtes incapable de rien faire, tout vous apparaît petit à petit comme une montagne à réaliser, même des tâches les plus simples. Ensuite, il va se passer quelque chose, c'est que vous allez commencer à faire des crises de larmes. Une grande tristesse qui intervient. Vous vous mettez à pleurer pour pas grand-chose en fait. Vous regardez un chaton, vous regardez une vidéo de chaton sur YouTube, vous mettez à pleurer. Vous faites tomber vos clés, vous mettez à pleurer. Voilà, des choses où en fait, ce qui se passe, hein, c'est que votre psychisme n'arrête pas d'envoyer des signaux. Hein. Et sauf qu'il n'arrive pas à se dire que c'est par rapport au travail, donc il se dit, c'est par rapport à quelque chose, j'ai fait tomber mes clés, c'est la catastrophe, en fait c'est la fin du monde et je me mets à pleurer. Si jamais on fait rien, ces crises de larmes vont se transformer en crises d'anxiété, crises d'angoisse. Alors, la crise d'angoisse, pour ceux qui n'en ont jamais fait, parce que vous ne savez pas ce que c'est, ceux qui n'en ont jamais fait, c'est que, par exemple, vous vous réveillez en pleine nuit et votre cerveau envoie les signaux chimiques d'une situation comme si vous étiez en train d'être coursé par un rhinocéros. C'est-à-dire que vous vous réveillez, vous avez le cœur qui bat à fond les ballons, vous êtes en train de suffoquer, vous êtes en train de vous dire « barre-toi, barre-toi ». En fait, il y a tout le cerveau reptilien qui est en train de dire « il faut se barrer, il faut s'enfuir ». De quoi? Vous ne savez pas.
savez, ceux qui font des crises d'angoisse avant de passer à l'oral, par exemple. Ils ne savent même pas pourquoi. Et en plus, ce qui se passe, c'est qu'il y a un petit gendarme sur votre cerveau qui est présent, et qui vous regarde et qui vous dit « Mais ça va pas bien, toi. T'es en train de péter un câble, là. T'es en train de devenir fou, en fait. » Et alors, si jamais vous faites rien, l'anxiété, c'est une concentration. Si jamais vous faites rien, il se passe une dépression. C'est comme si vous gonflez un ballon de baudruche, et à un moment, vous le lâchez, et là... Et donc, la dépression, c'est le fait que l'énergie psychique va s'arrêter. Quand je dis s'arrêter, la dépression, souvent, on a l'impression que ce sont des gens qui sont tristes. Non, non, non. La dépression, c'est des gens, il n'y a plus d'énergie psychique. La personne est incapable de faire ce qu'elle doit faire. Se lever le matin, ça vous demande une énergie de se lever le matin. Je sais, le réveil sonne, on s'arrache du lit, c'est très compliqué. Le dépressif ne peut pas se lever. Ne peut pas, c'est pas possible, c'est trop difficile. Donc ça, c'est le burn-out, vous voyez. Est-ce qu'il y a une autre maladie de civilisation que vous connaissez ? Oui. Le suicide. Alors, c'est pas une maladie, le suicide. Et tu as raison, j'en ai pas parlé. C'est un symptôme, le suicide. C'est ce qui suit la dépression si jamais on fait rien. On termine, le dépressif, en fait, il termine par se donner la mort. Parce qu'en fait, c'est plus possible. Donc, c'est un symptôme. Mais tu as raison, j'avais oublié de le dire. Oui. Une autre maladie de civilisation. Ouais. Les douleurs au dos, le somatisme, ça c'est vrai. Ça va être, alors tout dépend, si tu es déménageur, la douleur au dos, elle peut arriver parce que tu soulèves des meubles. Mais quand tu es par exemple dans un bureau ou dans un truc comme ça, que tu te mets à avoir des douleurs un peu partout, c'est que tu somatises. C'est plutôt une bonne chose, mais on va y revenir après. Non, une autre maladie de civilisation, c'est l'inverse du burn-out, c'est le bored-out. C'est que ta tâche journalière te prend 30 minutes. C'est-à-dire que tu arrives le matin au boulot, salut Gérard, salut tout le monde, tu arrives devant ton ordinateur, tac, tu as une tâche à faire, ça te prend une demi-heure, voilà, tu es arrivé à 8h30, il est 9h, et voilà, tu n'as plus rien à faire de la journée. Alors, je sais que pour des étudiants, vous vous dites, ce serait génial, mais je veux ça comme vie. En fait, non, parce que qu'est-ce que tu vas faire de 9h à 17h ? Eh bien, pause café d'abord. Puis la pause café qui va durer 2 heures. Puis tu vas revenir à ton poste, mais tu n'as toujours rien à faire. Donc qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Il va falloir trouver des trucs à faire. Donc tu vas faire des réunions. Mais au bout d'un moment, tu sens bien que ces réunions, elles ne servent à rien. Donc tu vas revenir. Ah, c'est la pause déj. Tu vas déjeuner. Tu reviens. L'après-midi, 13h30, 17h, tu n'as toujours rien à faire. Qu'est-ce que tu fais ? Bon, tu vas commencer à regarder des séries. Non, d'abord, tu vas scroller un petit peu tous tes Insta et compagnie, jusqu'à ce que tu aies vu 16 fois les mêmes notifications, donc en fait, tu t'en fous. Et à la fin, tu termines avec une série, avec l'écouteur branché dans ta manche, comme ça, tu es comme ça. De temps en temps, tu balances un Excel parce qu'il faut faire genre que tu travailles, mais en fait, tu fais rien. 17h, tu rentres du boulot, tu fais quoi ? La même chose. Tu vas regarder une série, super. Ça t'arrive un jour, tu te dis, bon, c'est pas top. Ça t'arrive une semaine, c'est pas top. Ça t'arrive 3 mois, 1 an, comme ça. Et en fait, tu deviens fou. Et alors, ce qui se passe, c'est que tu vas développer des symptômes très étonnants. D'abord, tu vas avoir une grande fatigue. Ensuite, tu vas perdre confiance en toi. Ensuite, tu vas faire des crises de larmes. Ensuite, tu vas faire des crises d'angoisse. Ensuite, tu vas faire une dépression. Et si jamais on fait rien, ça finit par un suicide. 2 maladies opposés qui ont exactement les mêmes symptômes. Alors, il y a un dernier truc qui s'appelle le brain out, le brown out. C'est quand ce que tu fais n'a aucun sens. Vous voyez, actuellement, il y a certaines personnes qui sont en train de partir en brain out à cause de la pandémie. Notamment les professeurs. Vous savez, c'est très compliqué. Là, ce qui est mis en place, vous le vivez aussi. Mais pour tout le système éducatif, c'est très compliqué. Ces différentes réformes sanitaires, parce qu'elles n'ont pas beaucoup de sens. Les professeurs n'arrivent pas à comprendre quelle est la logique qui est derrière. Ça, c'est terrible, vous voyez. J'avais un copain flic qui m'avait dit, on m'a demandé de démanteler un réseau de trafic de drogue, sauf que j'ai le droit d'arrêter personne, j'ai pas le droit de faire de contrôle d'identité, et j'ai pas d'armes, et je suis tout seul. Il m'a dit, qu'est-ce que je fais ? Je me mets à poil et puis je fais, la drogue, c'est pas bien. Qu'est-ce que je peux faire ?
Et en fait, le brain out, le cerveau out, quoi, ça va entraîner quels symptômes? Grande fatigue, mésestime de soi, pleurs et anxiété, dépression, suicide. Troisième maladie de civilisation qui a exactement les mêmes symptômes au niveau du travail. Et on connaît tous quelqu'un qui, dans notre famille ou dans les amis, a vécu l'une de ces maladies. C'est quelque chose qui est généralisé. Pourquoi? Et vous voyez, vous sentez bien que dans le monde du travail, il y a un petit souci en fait. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la société va d'abord proposer des petits remèdes. Alors, premièrement, quand vous êtes fatigué, vous faites quoi? J'entends manger et j'entends dormir. C'est normal, il n'y a que les étudiants qui peuvent répondre ça. T'es fatigué, tu manges, tu dors, c'est bon, ça va aller. Même l'étudiant, il est capable de dormir en cours. C'est-à-dire, le pire, tu sais, le pire, c'est le gars qui est à côté du radiateur, 14 heures, l'heure fatale, tu sais, juste après le repas, vendredi après-midi. Là, t'as beau être un prof exceptionnel, t'as beau tout donner pour la personne, tu fais pas le poids. Mais bon, non, face à la fatigue, quand on est dans le monde du travail, on peut pas dormir comme on veut. Surtout si en plus vous faites des insomnies. Donc qu'est-ce que vous faites? Ouais. Congé ou arrêt maladie? Non, congé ou arrêt maladie, c'est pas tout de suite. Ouais. Médicaments? Médicaments. Tu as raison. Si, tu as raison. D'abord, ce sera le café. Tu centralises sur le café, mais bon, au bout d'un moment, à 15 tasses de café par jour, t'en peux plus. Donc, médicaments. Et donc là, tu vas en pharmacie et tu vois le rayon Beroca. C'est les trucs verts là. Vitamine C, magnésium, vitamine D. Voilà. C'est quand même fou, hein. C'est-à-dire que la vitamine D, c'est quelque chose que la vitamine D qu'on synthétise nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il suffit qu'on soit au soleil et en fait notre corps produit de la vitamine D. Ce qui se passe, c'est que nous on la bouffe. On la bouffe et donc notre corps croit qu'il est au soleil. C'est-à-dire que là, en plein jour, là, tu bouffes de la vitamine D, là, ton corps il croit que waouh, c'est les Caraïbes. Hein, donc voilà, Beroca, etc. Sauf que Beroca, ça va lutter contre ta fatigue passagère, contre ta fatigue chronique, ça va être compliqué de lutter contre. Et donc tu vas passer à la mésestime de soi. Quand tu perds confiance en toi, tu vas devoir aller voir un coach. Le coach, il va dire « T'es le meilleur! Vas-y, tu vas y arriver !» En fait, tes faiblesses, ce sont tes forces. Vous savez, et il y a des gens qui vivent un peu dans cette illusion-là, qui sont normalement assez lucides sur eux-mêmes. Tu sais, quand tu vas voir quelqu'un, par exemple, tu dis « Je vais pas bien », et qui te répond « Mais non, t'inquiète pas, ça va aller ». Tu dis « Non, non, je vais pas bien ». Ou alors quand quelqu'un te dit « Je sais pas, franchement, aujourd'hui, je suis moche ». S'il te répond « Mais non, t'es pas moche du tout, t'es belle ». T'as envie de dire « Mais tu te la fermes. Je sais quand je suis moche. Je te dis pas ça pour recevoir un compliment, je te dis un constat. » Eh bien, le coach, c'est un peu la même chose. Il faut faire attention avec les coachs. Il y a les bons coachs, mais il y a des mauvais coachs qui vont essayer de te faire croire que ce qui va pas, en fait, c'est ce qui va bien. Il y a des étudiants qui me rendent leur copie, genre 3 jours après, et qui me disent « Mais en fait, monsieur, c'est parce que je suis trop perfectionniste. » Non. Non, non. C'est juste que tu m'as rendu les trucs en retard. Point. C'est pas un talent, c'est pas parce que tu es perfectionniste que résultat, tu rends tes trucs en retard. C'est plus un défaut d'ailleurs à ce moment-là. Donc comme le coach ne va pas pouvoir régler forcément, tu vas tomber dans les crises de larmes et les crises d'angoisse. Et qu'est-ce qui va se passer là? Tu vas aller voir qui? Un psy. Voilà. Tu vas aller voir un psychologue, et le psychologue, tu as 2 solutions. Soit tu tombes sur un bon psychologue qui voit tout de suite que le problème c'est le travail, soit un mauvais psychologue qui lui va taper à côté. Le mauvais psychologue, il va te dire « Ah, le problème c'est à cause de votre papa. » Alors par ailleurs, tu as peut-être des trucs à régler avec ton père, c'est sûr. Hein. Mais en l'occurrence, tu n'avais pas ces problèmes-là à cause de ton père. Et donc ça va s'enchaîner dans une spirale et tu vas régler plein de problèmes, mais tu ne vas pas régler ce problème-là et tu vas partir en dépression. Là, qu'est-ce que tu fais? Tu vas voir qui? Un psychiatre. La différence entre un psychologue et un psychiatre, c'est que le psychiatre, il peut prescrire des médicaments. On revient à la première solution qui n'avait pas marché au niveau de la fatigue. Alors c'est sûr que ce que te donne le psychiatre, c'est pas du Beroca. Il va te donner souvent 2 choses. Premièrement,
d'abord un antidépresseur. L'antidépresseur, en fait, pour ceux qui font un peu de son, vous voyez, au niveau de l'humeur, le dépressif, il peut avoir tendance à faire ceci. Hyper haut, hyper bas. Et donc, ce qu'on va lui dire, on va lui dire, très bien, on va compresser avec l'antidépresseur pour que ton humeur, elle fasse juste ça. Donc au début, tu faisais « Hé hé, oh non, c'est horrible. Hé hé, oh non, c'est horrible. » Comme on compresse, ça resserre la courbe, donc tu vas te faire à faire « Hé, oh hé, oh hé, oh hé, oh hé. » Voilà. Donc il faut coupler ça avec un anxiolytique pour que ça fasse tranquille, zen. En gros, ce que veut provoquer le psychiatre, c'est un reset du cerveau. Et ça fonctionne pendant un temps. Ça fonctionne pendant un temps dans le sens où il va y avoir un reset. Et ce qu'on va te dire, il faut changer à tout prix, d'habitude. Il faut changer de vie. Sauf que la plupart du temps, les gens ne peuvent pas. Et donc, ils vont reprendre le même rythme de travail ou la même réalité professionnelle. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont repasser par exactement les mêmes étapes. Fatigue, manque de confiance en soi, crise de larmes, dépression. Et hop, on repart. Fatigue, manque de confiance en soi, crise de larmes, dépression, et ainsi de suite. Et ce, de manière de plus en plus rapide. Et c'est ce qu'on appelle les dépressions chroniques, les dépressifs chroniques. Et à la fin, la personne n'en pouvant plus de ça, eh ben, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vouloir se suicider. Et à ce moment-là, la société baisse les bras et propose quoi? Le suicide assisté. Pas en France encore, ça va arriver, mais voilà, c'est ça qu'on va proposer, c'est des personnes qui n'en peuvent plus de la vie. Alors, il y a quand même aujourd'hui une législation qui vise à établir si psychologiquement vous allez bien. Ce qui est un peu étonnant, pour moi, comme philosophe, j'ai un peu de mal, c'est-à-dire que quelqu'un qui vous dit « je veux me buter », il ne va pas souvent bien. Il n'est pas souvent « youpi, tout va bien ». Tu vois. Et quel serait d'ailleurs le pote où il y a un de vos amis qui vient vous voir et qui vous dit « j'ai envie de me tuer ». Quel serait le pote qui lui dit « vas-y, je t'ouvre la fenêtre ». Parce que, en fait, quand on se la prend la fenêtre, c'est compliqué. Ou alors qui arrive, qui dit « alors j'ai une belle corde si tu veux, tiens, regarde, c'est pas mal, j'ai tressé moi-même, je serais très content ». En fait, que la société propose le suicide assisté, ça prouve qu'elle est en situation d'échec. C'est ni mauvais, ni bien. Ça prouve qu'elle est en situation d'échec. Donc ça, c'est au niveau de la fatigue que l'on va trouver dans le monde du travail. Et donc, quand vous allez devoir établir votre choix professionnel, dans l'inconscient collectif, il y a tout ce fond-là. Il y a tout ce fond ici, à cet endroit-là. Alors en plus, cette fatigue, elle va aussi avoir lieu dans les loisirs. Alors, il y a des gens qui sont fatigués de leurs loisirs. Alors, je trouve ça très étonnant. Je vous donne un exemple. D'abord, la fatigue, pour moi, elle s'exprime dans le fait qu'on prend énormément de temps dans les loisirs. Dans les loisirs, plutôt, il y a deux sortes de loisirs, les loisirs solitaires et les loisirs collectifs. Loisirs solitaires, vous avez par exemple le jeu vidéo. Le jeu vidéo, c'est top, hein, c'est super, c'est très, très sympa. Par contre, regardez le temps qui est pris dedans. Une grosse partie de LAN, par exemple. Un jeu en réseau, etc. Le temps qui est pris dedans. Le fait qu'on a le sentiment de s'évader dans le jeu vidéo. Eh bien, en fait, ça montre simplement que si tu veux t'évader dans le jeu vidéo, c'est que ta réalité est dobique. Elle est horrible, ta réalité. Pareil, les séries. Les séries, c'est très bien, les séries. Le temps que tu prends sur la série. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est-à-dire que tu commences un épisode, puis au bout de 6 épisodes, tu es en train de te dire « Attends, il est 2h du matin, il faudrait que j'arrête, et en même temps, il faut que je sache. » Et donc tu continues. Et c'est très bien fait. Et en plus, ce qui est un peu dommage avec les séries, c'est que la plupart du temps, tu es déçu de la fin. Tu étais en attente de quelque chose, et dès que ça arrive, tu dis « Mais c'est nul en fait. J'ai passé toutes ces saisons pour ça. » Game of Thrones, pour ça. C'est ça la fin. Vous voyez, c'est ce genre de choses. Au niveau des loisirs, il y a une grande fatigue qui va avoir lieu. Alors, il y a aussi les fatigues dans les voyages, par exemple. Où on voyage. Il y a des gens qui adorent voyager pour découvrir d'autres cultures. Bon, c'est énorme, c'est de l'énorme mytho. Ils découvrent absolument pas
pas les cultures. C'est-à-dire que ce qu'ils vont faire, malheureusement, c'est qu'ils vont voyager 2 semaines quelque part, et ils veulent la Wi-Fi, ils veulent trouver un McDo quelque part, ils veulent surtout pas se dépayser. Il y a une grande fatigue, en fait, qui va avoir lieu dans les loisirs. Alors ensuite, il va y avoir une fatigue dans les loisirs collectifs. Alors ce que j'aime bien, c'est qu'on a la première civilisation qui fête rien. C'est-à-dire que les civilisations qui sont passées fêtaient d'autres trucs. C'est-à-dire que les Celtes, par exemple, ils fêtaient le passage d'une saison à l'autre. J'aime bien, il y a d'autres occasions pour faire la fête, hein, mais eux, voilà, allez, l'automne à l'hiver, vas-y, sors la cervoise, on était trop contents, tu vois, on se mettait à danser, youpi, là, voilà, c'est super. Les chrétiens, ils ont une fête par jour. Super. Tu vois, c'est-à-dire, voilà, aujourd'hui nous fêtons la Saint-Damien. Et là, tu as tous les Damiens qui font c'est ma fête. Voilà. Ils fêtent tout le temps. Puis les fêtes religieuses, la Pâque, Noël, machin comme ça. Les musulmans, c'est pareil, vous avez des fêtes religieuses, des trucs comme ça. Les juifs, c'est pareil, il y a des fêtes de partout, etc. Nous, nos fêtes, c'est dans le milieu professionnel, vous avez des fêtes qui s'appellent l'after work. L'après-travail. Tu fêtes l'après-travail. Mais l'horizon de ta vie est tellement merdique. Ou même, on se réunit sans savoir pourquoi on doit faire la fête, on doit se réjouir. Et il y a une caractéristique, c'est qu'il ne faut surtout pas que tu arrives le premier en soirée. Parce que si tu arrives en premier, au tout début de la soirée, eh bien, c'est toi qui vas devoir décider pourquoi tu te réjouis, pourquoi c'est sympa. Vaut mieux arriver au moment où il y a déjà de l'ambiance. Où les gens sont déjà en train de faire la fête, etc. Et d'ailleurs, s'il n'y a pas suffisamment d'ambiance et si tu n'arrives pas à faire la fête, il y a des substances qui t'aident à trouver que c'est cool. Tu vois, tu arrives déjà bourré à une soirée, tu trouves que la soirée est géniale. Oh, c'est super, etc. Et alors même, notre civilisation a inventé un concept qui s'appelle la boîte. Tu sors en boîte, tout est inversé. Tu sors, tu sais, toi tu penses que tu t'extrais, tu sors en boîte. La boîte. Tu es dans une boîte. Alors la boîte, il faut voir quelque chose, c'est que tu as un videur qui fait rentrer. Allez, tout va bien. Et alors quand tu arrives dans cette... Plus, tu te fais sélectionner, donc tu es content, voilà. Tu arrives en soirée, et là, tu as un son hyper fort. Donc tu ne vas pas pouvoir discuter, mais ça c'est pas très grave. Les consos sont à 1200 € le verre, à peu près, hein. Le seul endroit où tu peux discuter avec des gens, c'est dans les toilettes. Mais crois-moi, tu n'as pas envie d'aller dans les toilettes. Tu n'as pas envie d'aller voir ce qui se passe dans ces toilettes. Et surtout, les gens dansent. On peut parler de la danse. Vous savez, la danse, c'est censé rassembler les gens, etc. Alors, en fait, il y a 2 catégories de personnes. C'est très schématique, c'est une analyse que j'ai faite, mais voilà, elle vaut ce qu'elle vaut, mais voilà. 2 catégories de personnes. Vous avez... on va prendre d'abord les nanas. Vous, mesdemoiselles, ce qui se passe, c'est que, bon, souvent, on a des chaussures à talons, etc. Donc, voilà, ce qui va se passer pour danser, vous allez déverrouiller les hanches. Voilà, ça. Plutôt en rythme. On essaye, hein. Ensuite, vous ne savez pas pourquoi, vous allez libérer les aisselles. Et comme vous avez les bras en haut, vous ne savez pas pourquoi, vous allez commencer à vous toucher les cheveux. Voilà. Et en rythme, toujours. Hein. Et ensuite, vous allez fermer la bouche parce que ça vous demande un petit peu de concentration et fermer les yeux. Et là, vous êtes trop content. Et alors, je caricature à fond, mais vous voyez, il y en a beaucoup qui sont comme ça. Alors bon, on sait très bien, hein, libérer les aisselles, c'est tout à fait normal, parce qu'en fait, les glandes à phéromones se trouvent ici, donc inconsciemment, quand il y a des femmes qui veulent s'exposer devant d'autres personnes, en fait, elles libèrent les aisselles, parce que justement, c'est instinctif, on répand nos phéromones. Comme ça, voilà. Les mecs. 2 catégories de mecs. T'as les mecs qui savent danser, et t'as les mecs qui savent pas danser. Les mecs qui savent danser, ils ont appris des moves, et ils vont les faire très souvent. Ils vont les répéter tout le temps, voilà. Ils savent, c'est systématique, ils savent que c'est comme ça. Voilà. Ceux qui ne savent pas danser, ils vont faire un truc stupide. Ils vont scanner l'ensemble de la population, et ils vont essayer de reproduire les mouvements qu'ils repèrent le plus. Sauf qu'ils ne font pas de distinction de sexe.
Et donc, tu as des mecs qui se mettent à faire des trucs comme ça. Simplement parce qu'en fait, ils ont repéré que dans la soirée, ça a l'air d'être plutôt ça qui est fait. Sauf que les mecs, ils n'ont pas du tout de glande à phéromone, hein, que dalle. Hein. Non, à la limite, ça pue la transmise, mais bon, c'est comme ça. Et voilà. La soirée continue, on danse, etc. Si ça se passe bien, normalement, tu finis par coucher avec quelqu'un que tu connais pas et que tu reverras jamais. A priori, ça, c'est une bonne soirée. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça, en fait, c'est symptomatique du fait que ça va pas bien. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils ont tellement une vie de daube qu'ils ont besoin le soir de s'éclater. Ils ont tellement une vie de daube qu'ils ont besoin d'une seringue affective le soir. Et ça, vous voyez, ça va être terrible parce que c'est symptomatique de notre société qui, au niveau de la liberté et du choix, n'a pas d'horizon positif. Alors en plus, donc là vous voyez, ça c'est l'arrière-fond. L'arrière-fond de notre réflexion sur la liberté. C'est ça, en gros, la société, au niveau de l'orientation professionnelle, c'est ça qui est ambiant. Alors, en plus pour vous, je vais vous décrire ça, tout ce que je vais dire là, c'est pas ce que je pense réellement. C'est ce qui est inconscient, d'accord? C'est qu'on va vous vendre les formations professionnalisantes, les études, les spécialités, en fonction de plusieurs critères, pour que vous puissiez faire un choix. Et il y a une hiérarchie qui va s'établir. On va vous vendre d'abord en première, enfin fin de seconde, on va vous dire, prends telle spécialité, parce qu'avec ces spécialités-là, tu pourras faire tout ce que tu veux. Ce sont lesquels? J'ai entendu, levez les doigts s'il vous plaît. Ouais. Maths, physique, SVT. Les spécialités scientifiques, beaucoup de gens vont vous les vendre en vous disant, avec ça, tu pourras faire ce que tu veux. C'est le haut du panier. C'est l'ancienne section S, donc super, les élèves super. Alors ensuite, donc ça c'est voilà, maths, physique, SVT. Alors ensuite, tu as une deuxième catégorie. Cette deuxième catégorie, c'est la catégorie des élèves sympathiques. C'est les élèves qui ne sont pas très bons, mais ils sont sympas. Ils sont gentils, ils ont une bonne culture, ça réagit vite, ils sont marrants. C'est quelle spécialité ceux-là? Ouais. Voilà, SES, Histoire, Géo, Sciences Po, tu sais, tu les mets là-dedans, tu vois. Ah, ils sont contents, ils sont bien, voilà. Tu mets des maths dedans parce qu'ils sont un peu sérieux quand même de temps en temps. Mais voilà, ils sont sympas. C'est les élèves sympathiques. L'ancienne classe ES. Ensuite, t'as les lourds. Tu vois, les narcissiques du groupe. Ceux qui se pensent artistes. Ceux qui sont inclassables. Tu vois. Ils choisissent quelle spécialité, ceux-là? Ouais. Littérature anglaise et humanité philo. Ouais, littérature, humanité, philo. Là, voilà. Là, t'en as 3 par promotion, tu vois. On est obligé de coupler les classes avec d'autres personnes, tu vois. C'est des demi-classes. Voilà. Spécialité, voilà. Mais là, tu es encore dans le bac général. Parce que là, tu es encore dans quelque chose de bien. Si tu surélèves un petit peu et que tu regardes ce qu'il y a en dessous, là, tu arrives dans la poubelle. Je vous ai dit, c'est pas ce que je pense, hein, mais voilà. Là, tu arrives dans la poubelle. Et alors, la poubelle, c'est les bacs techno. Les bacs techniques. Alors là, tu choisis ça, c'est qu'en gros, tu as essayé le général, mais c'était pas possible. Donc, on t'oriente plutôt vers du technique. Et ensuite, tu as ceux que tu as vu disparaître. Benjamin, en 3e, disparu. C'est-à-dire que lui, il est dans le jus de poubelle qui est en dessous. Il s'est arrêté au brevet. Terminé. Et là, on te dit, en seconde, ou en 3e, vas-y, choisis ce que tu veux faire. Toi, tu dis, mais moi, j'ai envie de faire un bac techno. Qu'est-ce que tu n'as pas compris dans ce qu'on t'a présenté, en fait? Si tu as les capacités d'être un élève super, tu vas être super.
Et on te fait ça en secondes. Donc tu te dis, ouais, on m'a mis une douille, mais bon, très bien. C'est sympa. J'entends. Sauf qu'on te refait la douille en terminale. En haut, t'as quoi? Ouais. Médecine, plus précis que ça, parce que médecine, c'est un peu ambigu. T'as tout ce qui est prépa. C'est la formation qu'on va te présenter en te disant, si tu fais ça, tu pourras tout faire après. L'école préparatoire. Ça, c'est pour les S. Les super, tu sais, voilà, qui vont être là. Alors ensuite, pour les élèves sympathiques. Tu vas leur présenter quoi? Tu vas leur présenter des écoles où tu vas surtout pas parler de la formation. Tu vas parler du réseau, des fêtes, des soirées étudiantes, du BDE, du fait qu'il y a une ambiance de malade, du fait qu'il y a un stage à l'étranger. Les écoles de commerce. Ça, c'est pour les sympathiques. C'est pour ceux qu'on sait que la scolarité, c'est pas leur priorité, il faut qu'il y ait quelque chose à côté. Ensuite, les lourds. Alors là, les lourds, tu leur dis, bon, tu peux faire l'université. Alors, dans l'université, tu as une hiérarchie. Tu as la fac de médecine, et puis tu as la fac de musicologie. C'est-à-dire que tu annonces à quelqu'un dans un dîner de famille, j'ai fait de la musicologie, ou pire, je dis ça parce que ça concerne certaines personnes, tu annonces à quelqu'un, j'ai étudié les langues anciennes, eh bien les gens te regardent en disant, mais qu'est-ce que tu n'as pas réussi en fait? Pourquoi tu as fait ça? C'est-à-dire que la fac, c'est en plus la fac, a priori, si tu fais la fac, c'est que tu es de gauche et que tu ne veux pas travailler. C'est ça le mythe, hein, le mythe qui est derrière. Hein. Voilà, donc a priori, voilà, et puis tu vas être écrémé dès le début. Mais, tu es encore dans les filières un peu au top. Parce que le bac techno, tu vas lui rajouter juste un S à la fin. Pour éviter que c'est bac techno S, ça fait BTS. Et là, tu les retrouves, les gars de la techno, en BTS. Et en BTS, bah là, t'es un petit peu dans la poubelle, en fait. C'est-à-dire que t'as tenté de faire le général, t'as fait... Bon, BTS. En BTS, en tout ce que tu veux, t'auras beau rajouter toutes les lettres que tu veux, ça restera un BTS dans la tête des gens. C'est-à-dire BTS com, BTS SAM, BTS machin, on s'en fout. Ce sera BTS. Et Benjamin. Attends, Benjamin, on le retrouve là. C'est le gars qui était en brevet, que tu n'as plus vu pendant 3 ans. CAP. Et alors le CAP, il sert de quoi? Il sert de menace aux autres filières. Tant tu vas quand même pas finir coiffeur, tu vas pas quand même finir boulanger, tu vas pas quand même finir... Et tu sors tous les CAP. Et là, en terminale, on te dit, vas-y, fais ton choix. Sois libre. Toi, tu dis, moi, je vais être boulanger. Sois libre. Sois libre. Choisis le haut. Et en fait, ce qu'on ne vous dit pas, alors c'est un peu moins le cas, c'est de moins en moins le cas, mais quand même, il faut quand même le dire, c'est que les établissements scolaires sont notés en fonction de là où vous allez. D'accord? Vous comprenez ça? Les établissements scolaires sont notés en fonction de là où vous allez. En fonction de leur réussite au bac et en fonction de là où vous allez. Résultat, les établissements scolaires ont tout intérêt à faire en sorte que leurs élèves aillent dans des filières dites d'excellence. Et donc à pousser les étudiants à faire le maximum. C'est pas mauvais en soi, c'est pas mauvais. Mais parfois ça peut contraindre un peu la liberté. Ça peut contraindre votre choix. Et vous comprenez bien qu'aujourd'hui, tout l'enjeu pour vous, c'est de retrouver votre liberté. De retrouver votre liberté. Alors comment vous allez faire pour retrouver votre liberté? D'abord, il va falloir déterminer ce que c'est qu'un choix libre. On va d'abord parler du choix. Comment ça se passe? Pour choisir, vous commencez par quoi? Avant de prendre une décision, vous allez devoir faire quoi?
Dites-moi. Ouais. Réfléchir. Tu réfléchis sur quoi? Très bien. La possibilité, c'est pas tout de suite, mais tu as raison. Ça arrive. Après. Dans un premier temps, avant de te dire je vais dans cette direction-là, il faut que tu arrives à établir quoi par rapport à cette direction? Ouais. Ouais. Est-ce que ce que j'envisage m'apparaît comme un bien? C'est très important, parce que si tu n'as pas ça, tu ne pourras pas avoir toutes les étapes. Donc, je veux, je ne sais pas, j'ai l'impression en moi, j'ai tel désir, je ne sais pas, on va prendre un exemple trivial, j'aimerais bien voyager au Japon. Voilà. J'aimerais bien, voilà, c'est un truc que j'aime bien. Arrive la question, est-ce que je peux voyager au Japon? Bon, on va dire que les trucs sanitaires sont enlevés, qu'il n'y a plus rien, que tout va bien. Je peux le faire. Qu'est-ce que je vais faire une fois que je sais que je veux aller au Japon et que c'est possible? Je fais quoi? Ouais. Je regarde si c'est possible financièrement. Ok, je regarde quels sont les moyens pour y aller. Je regarde l'ensemble des moyens pour y aller. Alors qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te dire, pour aller au Japon, il y a l'avion, quand même plus simple. Il y a le train, c'est pas simple. Il y a le train plus le bateau, c'est long. Il y a la voiture, c'est compliqué. Il y a en bicyclette, c'est très chaud. Il y a à pied, c'est ma vie. Une fois que tu as fait l'ensemble de ces moyens, tu fais quoi? Ouais. Tu regardes les conséquences. Ça, c'est dans le discernement, je suis d'accord. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Oui. Je regarde le pour et le contre. Ouais, tu pèses le pour et le contre. Très bien, vous discernez, c'est super, très bien. L'ensemble de ces moyens. Et qu'est-ce que tu fais après? Ouais. Tu choisis. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais le choix n'est apparu qu'à ce moment-là. À aucun moment tu choisis ta finalité. À aucun moment tu te dis, je choisis d'aimer aller au Japon. Non, j'ai envie d'aller au Japon. À aucun moment tu choisis si c'est possible ou pas. Non, tu choisis pas. C'est possible ou c'est pas possible. À aucun moment tu choisis l'ensemble des moyens possibles. Par contre, tu vas choisir celui que tu veux. Donc là, tu vas choisir. Qu'est-ce que tu vas faire ensuite? Une fois que tu as choisi le moyen. Ouais. Tu réfléchis à ce que tu vas faire. D'accord, très bien. Oui, ça oui. D'accord, on va dire que tu as réfléchi quand même un peu avant de choisir que tu ailles au Japon, quoi. Tu te dis pas, allez, je vais au Japon. Bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Non, non. Oui. Se loger? Oui, non, d'accord, d'accord. Non, tu as réfléchi un peu avant de choisir d'y aller. Ouais. Qu'est-ce que ça va m'apporter? Non, tu as réfléchi avant à ça. Ouais. Tu y vas. Il y a une différence entre choisir et y aller. Tout ce que je t'ai dit avant d'y aller, tu peux le faire sous ta douche. Tu peux le faire dans ton canapé. Et il y en a qui le font. Tu sais, sous leur douche. Plus tard, j'aimerais trop... j'aimerais vraiment, voilà, être directeur commercial d'une grande boîte. En vrai, je pourrais, hein. Ce serait parfaitement possible. Comment je pourrais faire? En fait, il faudrait que je fasse une... peut-être que je fasse une école de commerce. Pas trop loin de Rouen. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, je pourrais faire celle-là. Ouais, ce serait pas mal. Ouais, je ferai celle-là. Ouais, je pense que je ferai celle-là. Douche terminée. Et on s'arrête là. Il y a des personnes qui vont passer leur vie à s'arrêter là. À s'arrêter dans le canapé. Ils ont discerné sur tous les trucs. Et ils n'ont pas agi. Ils n'ont pas posé d'acte. Et surtout, une fois que tu as agi, il se passe une dernière chose, une fois que tu as fait la chose, c'est que tu vas jouir de ce que tu as fait. Ce que les latins appelaient la dilectio. Tu jouis de ce que tu as fait. Donc tu as toutes ces étapes-là. Alors malheureusement, il y a des obstacles qui sont mis à chacune de ces étapes. Premièrement, savoir ce que tu veux. Il y a des personnes, soit elles veulent faire trop de choses, soit elles ne savent pas ce qu'elles veulent faire. Il n'y a rien en elles qui émerge. Et donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas souvent aller voir un conseiller ou une conseillère en orientation. Sauf que la pauvre ou le pauvre conseiller en orientation, lui, son job, c'est de te dire quelles seraient tes capacités et quels seraient les moyens pour atteindre la fin que tu veux. Sauf que toi, tu arrives souvent en lui disant « C'est quoi la fin que je veux ?»
Et donc il y a un devoir de déterminer ce que l'on veut faire, ce que l'on aime dans la vie. Alors il y a plusieurs manières de le faire. Il y a un outil qui est très simple, qui s'appelle la baguette magique. Si tu avais une baguette magique qui te permettait de ne pas avoir besoin de travailler, tu as la thune qu'il faut, qui te permettrait de ne pas, je sais pas, t'as pas besoin de te loger, t'as pas besoin d'avoir des amis, t'as besoin de rien du tout, t'as aucun besoin. À quoi tu occuperais tes journées? Là, t'as besoin de rien. Donc tu fais, on dépense. Oui, non mais attends, tu dépenses dans quoi? Oui, j'ai entendu, il y en a certains qui ont dit dans les soldes, je fais des achats, je fais des trucs comme ça. Ouais, ça va 3 mois, ça. En plus, vous êtes crevé en ce moment, vous allez dire faire des voyages, ça. Mais vas-y, va dans le plus fondamental. À quoi tu occupes tes journées? Alors, je ne vous demande pas de me répondre, parce qu'en fait, c'est très personnel. Ça vous concerne vous. Hein. Dites-vous que moi, il y a des personnes, j'avais posé cette question à plusieurs personnes. Quelqu'un avait réagi, et il avait dit, il avait levé le doigt, 1m80 sur 1m80. Donc là, tu lui dis oui, tu peux parler, il n'y a aucun problème, parle. Et il a commencé à dire, moi, je monterai un élevage de labrador. Donc je lui ai dit pourquoi? Et il m'a répondu parce que j'adore les labradors. Il y a une nana qui avait répondu, moi je monterai un haras de chevaux, un centre équestre. Parce que j'adore les chevaux. Ce serait ça ma vie. Il y en a un qui a dit, moi, j'aimerais bien faire de l'humanitaire. Alors, je me méfie toujours de l'humanitaire. Je lui dis, ah, tu voudrais faire quoi dans l'humanitaire? Je monterais une équipe de foot dans un pays en voie de développement. Parce que j'adore le foot et je pense que le foot, c'est fédérateur, c'est super, ça pourrait être très bien. Et oui, quand tu commences à te dire, je peux faire exactement ce que je veux, je peux faire... Personne ne va te dire, ou il y a très peu de gens qui vont te dire, expert comptable. Ou qui vont te dire, DRH. Il y a peu de personnes qui vont te dire ça. La plupart du temps, ça va être des activités, somme toute, très communes. Voilà, moi j'adore être avec des amis, et on ferait un groupe d'animation, on se verrait tout le temps, on ferait des trucs ensemble, voilà, plein de choses. Mais c'est la première étape. Il faut que tu arrives à distinguer ce que tu aimerais faire. Le deuxième outil, c'est tu te prends à l'âge de 6 ans, 7 ans, et tu expliques ton projet professionnel à cet enfant de 6 ans. Alors voilà, moi j'ai pris telle spécialité parce que dans le fond j'ai envie de faire de la politique et j'ai envie de pouvoir faire de la science politique, étudier la politique, etc. Voilà. Là, si vous vous dites que vous, enfant, vous regardez ce projet politique, ce projet professionnel et vous vous dites mais c'est de la merde, c'est que c'est pas très bon. Vous voyez, si l'enfant il se dit mais à la base, nous, on voulait être pirates. Ou à la base, moi, je voulais être princesse. Comment ça se fait qu'on en est venu à DRH? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Moi, je voulais vivre des aventures. Moi, je voulais explorer. Moi, je voulais apprendre plein de trucs. Qu'est-ce qui s'est passé entre l'âge de 7 ans et mon âge aujourd'hui pour que ça soit atténué? Et là, on arrive à la deuxième chose. La deuxième étape que vous aviez dit tout à l'heure, c'était de savoir est-ce que c'est possible. La plupart du temps, on a détruit, ou vous avez détruit vos rêves parce qu'on vous a dit que ce n'était pas possible. Parce que ça n'était pas faisable. Et dites-vous une chose, les Français, on est des champions là-dedans. Vous allez aux États-Unis, vous vivez en Angleterre ou aux États-Unis, n'importe quoi, yes, you can do it. Fais-le, on encourage à fond. On encourage à fond les enfants, c'est génial. Même quand ils font des trucs nuls, on dit « Wow, it's amazing, c'est incroyable !» Nous, les Français, dès qu'on voit un truc, on est d'abord critique. J'avais un de mes amis qui avait décidé de faire le tour de la Méditerranée à pied. Il s'était lancé là-dedans, voilà, il avait fait ça. Voilà. Tout le monde lui tombait dessus en lui disant « Mais mec, ça va être horrible, tu vas prendre 1 an à faire tout ça. Tu vas revenir, tu vas pas trouver de job. C'est la crise. Ça va être horrible. En plus, tu vas passer par des pays où c'est vraiment pas sécure. Tu vas te faire agresser, ça va être terrible. Et voilà. Tout le monde l'a découragé complètement de le faire. Il a dit rien à foutre, j'y vais. Il le fait. Pendant 1 an. Il revient. Les mêmes personnes lui disent wow, c'est incroyable ce que tu as fait.
Franchement, c'est génial. Mais vraiment, j'aimerais trop être capable de faire ça. Et ouais. La plupart du temps, quand on vous dit c'est pas possible, c'est que la personne se dit non, je suis incapable moi de faire ça. Donc il va falloir retrouver, combler la faille de confiance en soi qu'on a. Parce qu'on a une faille de confiance en nous, où on ne se sent pas capable, on ne se sent pas à même de pouvoir réussir, etc. Il faut être capable de le faire. Essaye de voir si c'est possible. Essaye de voir si c'est vraiment impossible, si c'est vraiment insurmontable. Tu n'as qu'une vie. Parce que le problème, c'est que la plupart d'entre vous, vous vivez dans une société qui est post-chrétienne. Or, les chrétiens, ils pensent qu'il y a une vie après la mort, qu'il y a une résurrection. Sauf que les chrétiens, eux, ils se disaient, il faut qu'on profite vraiment de cette vie-là. Aujourd'hui, nous, on ne croit plus du tout en Dieu, on n'est plus du tout chrétiens. Par contre, on est persuadé qu'on ne va pas mourir. On vit comme si on n'allait pas mourir. Et il y a des gens qui commencent à s'affoler à partir du moment où ils font un burn-out, où ils font un board-out, à 50 ans, vous voyez, et c'est à 50 ans, vous avez des personnes qui, en fait, quittent leur boîte et se disent, vas-y, je serai apiculteur. Je vais faire du miel. J'ai toujours voulu faire du miel. À 50 ans. Et souvent, c'est vos parents. Des parents qui vont vous dire, fais de bonnes études, fais un travail le meilleur possible. Sinon, ils sont inquiets pour vous, c'est normal. Mais vous voyez, vous, il faut que vous disiez, c'est possible. Qui est capable de vous dire si c'est possible? Allez-y, n'hésitez pas. Ouais. Le banquier. Le banquier. Le banquier, non. Non. Le banquier, il va pouvoir te dire, je suis capable de te prêter quelque chose ou pas. Par contre, si tu as besoin de thunes, tu peux la trouver. Quoi d'autre? Vous, premièrement, oui, vous pouvez vous dire c'est possible ou c'est pas possible. Mais qui est réellement objectif pour vous dire c'est possible ou c'est pas possible? Oui. Quelqu'un qui l'a déjà fait. Quelqu'un qui l'a déjà fait. Allez voir les personnes qui font ce que vous aimeriez faire. Allez leur poser des questions. Alors moi, c'était drôle parce que j'avais des étudiants qui venaient me voir pour me poser des questions sur l'orientation. Je leur disais, mais moi, je peux vous renseigner sur le métier de prof. C'est tout. J'ai beau être prof principal, je ne connais pas ce que c'est qu'être pompier. Et le problème, c'est qu'on a mis la responsabilité de votre orientation chez des professeurs, et les professeurs, parfois, ce n'est pas leur métier, ils enseignent le français. Ils peuvent vous renseigner sur le français. Vous voyez, et votre liberté, en fait, elle ne va s'acquérir que parce que vous voyez les bonnes personnes qui vous disent « Mais je l'ai fait avant toi, c'est possible, je peux y arriver. » Tu peux y arriver. Alors ensuite, il y a l'ensemble des moyens possibles. L'ensemble des moyens possibles. Là, tu m'as parlé du banquier, ça m'a fait rire. Parce que quand tu vas commencer à discerner l'ensemble des moyens, il faut que tu envisages tous les moyens possibles. Pas seulement ceux qu'on te dit. Il y avait un étudiant qui m'avait dit, moi, mon but, c'est de travailler à la NASA. Il était en philo. Je lui ai dit, là t'es mal barré. Là c'est... Il y a plusieurs étapes, quoi. Il a dit, oui, je sais qu'il y a plusieurs étapes. En fait, il avait repéré un master en philosophie des sciences qui lui donnait une passerelle pour une université qui se trouvait aux États-Unis. Dans cette université, il y avait des stagiaires potentiels pour la NASA qui débouchaient parfois sur des contrats. Et donc, il s'était dit, c'est un match en 8 bandes, mais je vais essayer de faire ça. Moi, j'aurais été incapable de lui dire ça. Vous savez, moi, avec un doctorat de philosophie, je peux rentrer en 4e année de médecine. Ça n'inquiète personne? Je le redis. Moi, avec un doctorat de philo, je peux rentrer en 4e année de médecine. C'est qu'il y a des passerelles absurdes, tu me diras, mais des passerelles possibles. Et donc, si tu n'es pas capable d'avoir la prépa de médecine, eh ben, tu feras autre chose. Si tu n'es pas capable d'arriver dans telle école de commerce, tu feras autre chose. Il y a plein de moyens possibles. C'est à toi d'être inventif. Si tu es réellement motivé par la fin, vas-y, sois inventif dans les moyens. Ensuite, le choix des moyens, bon là on n'en parle pas. Le choix du moyen, parce que là c'est souvent un discernement qui doit être fait, mais il faut vraiment choisir. Il faut s'arrêter et il faut se dire, bon, voilà, je choisis. Et ensuite, tu vas devoir agir. Si tu n'agis pas, il va se passer quelque chose de terrible. Si tu n'agis pas, eh bien, ton intelligence va remonter les différentes étapes qu'on a discernées pour dire qu'en fait,
tu ne désirais pas réellement la chose. Je te donne un exemple. J'ai envie de faire médecine. Je peux faire médecine. Je dois choisir parmi toutes les facs de médecine. Finalement, je choisis 7 facs de médecine. J'essaye, j'y arrive pas. Et là, en fait, j'ai pas choisi la bonne fac de médecine. En fait, l'ensemble des facs de médecine, j'y arriverai pas. En fait, j'en suis incapable. En fait, médecine, c'est de la merde. Je te donne un autre exemple. J'aimerais bien être en couple. Mais je peux être en couple. Mais en fait, je pourrais être en couple avec plein de personnes. Je choisis telle personne. Ça ne fonctionne pas. J'ai pas choisi la bonne. En fait, je peux pas être en couple avec beaucoup de gens. En fait, je peux pas être en couple. En fait, être en couple, c'est de la merde. Tu vois, on fait tout le temps ça. Si on n'est pas capable de passer à l'acte, si on n'est pas capable de réussir, eh bien, on va être tenté de remonter pour détruire en nous ce qui nous attirait là-dedans. Tu vois, ça va être ça l'étape. Alors que quand tu y arrives, c'est super. Pour y arriver, il va falloir que tu sois assez bon, c'est-à-dire qu'il va falloir que tu sois capable de, comment on appelle, d'être bien disposé. Oui. Ah si, bien sûr, oui, complètement. Ah oui, non mais l'erreur est humaine. Tu peux vraiment te planter. Hein. C'est rarement, c'est difficile de te planter sur ce que tu aimes. Par contre, sur le fait d'être capable, tu peux te planter, oui. Ça se trouve, c'est un truc que tu aimes et tu es complètement incapable de vivre ça. Ou alors, tu pensais aimer ça, mais en fait, tu aimes quelque chose dans ce métier-là, mais c'est pas ça que tu aimes vraiment. Oui, tu peux te planter, c'est pas grave ça. L'erreur est humaine, tu vas apprendre à partir de l'erreur, c'est pas grave. Pour pouvoir passer à l'acte, il faut être capable d'être bien disposé. Alors, bien disposé par rapport à ses désirs et bien disposé par rapport à sa force. C'est deux aspects qui sont très importants dans la vie, savoir mesurer ses désirs et savoir mesurer sa force. Je vous donne une manière de voir où vous en êtes. Pendant un jour, vous vous dites « je ne bouffe pas avant ce soir ». Vous vous levez le matin, vous dites « je ne bouffe pas avant ce soir ». Je ne vous parle pas de ceux qui ont des troubles de l'alimentation, hein, d'accord ? Mais si vous êtes en clair avec ça, vous arrêtez de bouffer pendant un jour. Et vous mettez un bol de M&M's dans l'entrée. D'accord ? Si, ça c'est par rapport au désir et par rapport à la force. Si jamais, le simple fait de vous être dit, j'arrête de bouffer pendant la journée, vous a mis une dalle absolument incroyable. Et que dès lors que vous vous êtes dit, je ne mange pas, vous avez dit, oh putain j'ai faim, oh la vache, je me sens pas bien, il faut que je mange quelque chose. C'est qu'au niveau du désir et de la force, t'es nul. Ton désir est trop fort par rapport à toi et ta force est nulle pour pouvoir y résister. Si jamais tu passes devant le bol de M&M's, tu te dis voilà, je vais pas en manger, et tu te dis ouh la vache, j'ai envie d'un M&M's. Mais non! Ton désir est nul, par contre ta force est top. Tu es capable de lutter. Si par contre tu te dis allez, aujourd'hui je mange pas, le bol de M&M's, et tu passes devant, tu fais hé hé, à ce soir. Ton désir est fort, ta force est forte. Tu vois, c'est une manière de se connaître. Il y a des personnes, par exemple, le simple fait d'entendre ou alors ils vont avoir tout de suite envie d'aller voir la notification. Tout de suite. Le désir est fort, la force est nulle. Vous voyez ? Il va falloir apprendre à se connaître. Parce que plus vous vous connaîtrez, plus vous serez capable de savoir vis-à-vis de quoi je suis capable de prendre des actes qui vont me coûter. Quand tu as un objectif de vie, quand tu dois faire preuve de liberté, tu dois poser des actes qui vont te coûter. Mais à partir du moment où tu l'auras posé, ce sera le tien. Et là, tu vas éprouver ce que les Grecs appelaient, les Latins appelaient la dilectio, et c'est la jouissance. Je vous donne un exemple. Est-ce qu'il y en a qui connaissent le paintball? Qui en ont déjà fait? Pour ceux qui n'en ont jamais fait, c'est des pistolets à air comprimé qui envoient des billes de peinture. Ça fait un peu mal quand c'est un peu proche. Voilà. J'avais fait une séance de paintball avec plusieurs amis. Et on était 3 contre 3. Et je m'étais retrouvé dans l'équipe de nuls. On était 3 philosophes. Un philosophe, il n'est pas fait pour avoir une arme. Clairement, il regarde l'arme, il fait « Waouh, c'est tellement beau, une arme. » Voilà, c'est nul. Voilà. Et mes 2 potes s'étaient fait buter.
j'étais tout seul face à 3 autres. Derrière, un petit muret. Et là, je sais qu'il y en a un là et un en face. Et là, il faut que je m'en sorte. Donc, ah oui, j'avais oublié de dire un truc, on s'amusait à tirer à bout portant. Donc ça fait très mal, donc ça motive. Donc, première étape, est-ce que je veux gagner? Oui, je veux gagner, je veux m'en sortir. Est-ce que je peux gagner? C'est obligatoire. C'est obligatoire, il faut que je gagne, sinon je vais avoir mal. Donc je vais gagner. Quels sont les moyens possibles à ma disposition? Là, tu réfléchis. Tu es dans le feu de l'action, tu réfléchis pas forcément très bien. Première étape, je balance ma chaussure. Quelque part. Comme ça, ils vont croire que je suis là-bas, et puis je profite de ce... Voilà. Deuxième solution, je me lève en hurlant. C'est une panique, hein, voilà, ça s'appelle. Troisième solution, je rampe. Voilà, pour aller voir les uns les autres. Voilà, j'ai pas pensé à d'autres solutions à ce moment-là. J'essaye, je me dis, balancer sa chose, c'est débile. Si tu la paumes, tu vas te balader à cloche-pied sur tout le terrain, c'est nul. Ramper, quand tu te bats contre des gens qui ont pour velléité de te buter à bout portant, si tu te mets à être couché devant eux, c'est pas une très bonne idée. Donc il me restait me lever en hurlant. Donc qu'est-ce que je fais? Allez, c'est parti. À la 1. À la 2. Oh putain, je peux pas. Voilà, là je peux pas, et donc je remonte tous les trucs. Je dis, non, mais il y a d'autres solutions, je peux faire d'autres choses, je peux prier, je peux demander à un dieu, quelqu'un qui peut m'aider, ça ne marche pas. Je peux me barrer, je peux sortir du paintball, en fait, tout simplement. Ils vont me chercher, ils vont pas me trouver, et moi je serai rentré à Lyon, et voilà, tant pis, ça sera terminé. En fait, je remonte encore. En fait, il n'y a pas de solution. En fait, je peux pas gagner. En fait, le paintball, c'est de la merde. Et finalement, je me dis, non, vas-y, tu te ressaisis, tu vas te mettre à hurler, c'est parti. Donc là, à la 1, à la 2. J'ai pas fait un cri très très viril sur ce coup-là. Et là, quelle chance! Il y en avait un qui était à côté, à qui j'ai fait un peu peur et que j'ai fait marrer. Et donc il n'arrivait pas, voilà. Voilà. Le deuxième, ne me demandez pas pourquoi, il était tourné vers l'autre côté. Il savait pourtant que j'étais forcément en face, mais il était tourné de l'autre côté. Donc paf! Et le troisième était en train de refaire son lacet. Oh! Paf! Troisième. Et à ce moment-là... une telle jouissance. C'est moi qui ai posé cet acte. Je vous donne un autre exemple. J'avais des étudiants, le 1er avril, qui avaient décidé de me faire la fameuse blague de l'éponge mouillée sur la chaise. Déjà, première étape, ils ont pensé que c'était une bonne idée. Deuxième étape, ils se sont dit, c'est possible de faire ça. Troisième étape, on envisage les moyens. Alors, ils avaient prévu tout un truc. Ils avaient repéré que, quand moi j'arrive et que je fais cours ou je fais une intervention, je suis un peu stressé. Et donc, j'ai des petits rituels. Et quand tu viens perturber ces rituels-là, je suis machine. C'est-à-dire que je réfléchis même plus à ce qui se passe. Donc, ils avaient repéré ça. Alors, ils s'étaient dit, est-ce qu'on va mettre les surveillants dans le coup, pas dans le coup, etc. Non, ils s'étaient dit, on assume, on est tout seul, etc. Bref, arrive le jour J, ils mettent l'éponge, j'arrive pour préparer mon truc, donc je ne regarde pas la chaise, j'allais la regarder, et là ils ont fait venir le faillot de la bande, qui a commencé à me dire, monsieur, j'ai pas compris la chose par rapport à un cours, etc. Et moi, machine, je bouge la chaise, je me mets devant, je lui dis, on en parle à la fin du cours. Il dit, d'accord, pas de problème. Splash. Sauf que, il y a un principe qui s'appelle la capillarité, qui fait que le liquide va monter dans un environnement sec, suivant un certain nombre de temps. Donc il ne monte pas tout de suite. Par contre, je vois 2 gugus dans le fond de la classe, une banane jusque-là, et comme ça faire... Je comprends pas, puis petit à petit, je comprends. Donc je leur demande de venir, évidemment, à la fin du cours. Je leur demande de faire un devoir supplémentaire sur la capillarité. Et ils assumaient complètement. C'était leur choix, c'était leur blague. Ils ont dit, ouais, c'est vrai que c'est con, mais qu'est-ce que c'est drôle. Et ils étaient parfaitement libres. Vous voyez ? Ils avaient choisi, ils avaient tout distingué, ils avaient tout fait. Et moi, je vous invite à être comme ça. À être capable de poser des actes que vous allez discerner comme bons pour vous, vous allez choisir les moyens, envisager l'ensemble des moyens, poser un choix, et ce sera les vôtres. Vous allez pouvoir assumer.
Ne subissez pas. Réappropriez-vous en fait votre vie. Parce que ça vous permettra d'être ce que vous devez être. Et si vous êtes ce que vous devez être, vous mettrez le feu au monde entier. Merci de m'avoir écouté.